toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Démystifier l'intelligence artificielle. C'est Laetitia Constantin qui vous parle, développeuse web chez Habile, diplômée d'un master en IA. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet passionnant qui touche à l'intersection de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat. Nous allons discuter du passage de l'IA de la recherche au produit à petite échelle et pour cela, nous avons deux invités exceptionnels avec nous. Elles ont une riche expérience dans le domaine de l'IA et ont réussi à transformer des idées de recherche en produits concrets. Bienvenue à Tess Berthier, coordinatrice scientifique de Predis, et Beck Simpson, Machine Learning Lead à Alecorp Nord. Mesdames, merci d'être ici aujourd'hui. Merci à toi de nous avoir invités, Laetitia. Donc comme à chaque fois, avant de commencer et pour aider nos auditeurs à vous cerner davantage, si on doit retenir une chose un petit peu funky sur vous, c'est le moment, c'est l'ice-breaking du podcast. Quel est ton passe-temps favori, Bex? J'ai beaucoup, tous les poursuites créatives. Je suis artiste en encre et aquarelle, guitariste et des fois chanteuse dans un groupe de punk rock. Et je viens d'écrire mon premier roman en science-fiction. Ok, t'es multidisciplinaire, très artistique. Oui. Ok, bravo, félicitations. Et toi, Tess, de ton côté? Connaissant Bex, je sais qu'elle est tout ça à la fois, puis très bien. Je ne suis pas aussi overachiever, on va dire, dans ma vie personnelle. Néanmoins, s'il y a quelque chose à retenir, j'aime beaucoup aussi les arts et la création. Mais un de mes plus gros passe-temps en ce moment, c'est la photo animalière à laquelle je dédie beaucoup de temps. Tu fais des photos dans quel coin? Un peu partout au Québec, j'essaye de rester locale, mais je suis quand même allée à Terre-Neuve pour aller faire, par exemple, pendant la saison du rut du caribou. Je fais beaucoup de renardeaux aussi autour de Québec, au niveau du parc du Bic, etc. Et un peu toutes sortes d'animaux là quand on les voit. Donc ça veut dire aussi se lever avant le soleil et se coucher après le soleil, ce qui fait des vacances assez chargées, on va dire. Donc avant de plonger dans le sujet, est-ce que vous pourriez brièvement vous présenter et partager comment vous avez été impliqué dans le monde de l'IA et en particulier en ce qui concerne le passage de la recherche à la création de produits? Oui. Maintenant, je travaille pour Alecorp Nord, mais avant ça, j'étais dans le domaine, c'est l'intelligence artificielle pour la santé, comme Tess, chez Imagia, puis je viens d'Australie, alors j'étais dans un start-up en Australie avant ça, aussi IA pour la santé. En fait, j'ai étudié ingénierie robotique. Enfin, j'ai digéré vers le développement logiciel. Finalement, le IA en comme 2016, quand ça a tout commencé avec les convolutional neural networks et tout ça. Et toi, Tess, de ton côté? Au niveau du parcours, comme Bex, en fait, à l'époque où j'ai commencé, j'avais pas un master spécifique en IA ou quoi que ce soit, ça n'existait pas en fait. Donc moi, j'ai fini un master de physique fondamentale que j'ai fait en France, puis je l'ai terminé en stage à Montréal. À ce moment-là, on était en 2017 à peu près, donc c'était un petit peu le moment où la bulle de l'IA popait vraiment très fort avec le Mila, Element AI, toutes les startups dans le coin. Il s'est trouvé que j'avais un très grand entourage de personnes qui travaillaient en IA, notamment en doctorat au Mila, donc j'étais déjà baignée, on va dire, dans des personnes qui étaient là-dedans et qui me disaient tous, moi je suis mathématicien, moi je suis physicien, puis je suis capable de le faire, donc toi aussi. Donc j'étais vraiment autodidacte, mais très entourée par mes amis à cette époque-là, et j'ai postulé pour mon premier job à Imagia à l'époque, Imagia Cybernetics, là où Bex m'a rejoint un petit peu après finalement. Donc ça, c'est comment ça a commencé l'IA pour moi, on va dire, tel que tel. Ça a été, comme Bex, de l'IA très appliquée à l'académique, on va dire. Beaucoup de gestion de projets, de développement de petits projets, mais quand même beaucoup de recherche finalement. Je dis pas que c'est un milieu qui ne me plaisait pas, surtout au niveau de la gestion, parce qu'il y a un côté très sympathique de voir des étudiants venir, de collaborer avec des universités, des hôpitaux, très enrichissant. Par contre, c'est difficile de voir une finalité dans ce qui est fait vers un produit ou une application directe. Ce qui m'a poussée à partir, je dirais, c'est que j'avais beaucoup de mal à me recentrer par rapport à des valeurs qui étaient de voir quelque chose qui sert ou qui dessert une communauté directement.
Donc c'est pour ça en fait que j'ai changé finalement de poste pour cette fois-ci être à Québec, ce qui m'arrangeait très bien parce que ma blonde vit à Québec. Donc ça m'a très très arrangé. Puis aujourd'hui, je suis vraiment dans une équipe où on ne fait plus vraiment de recherche en IA. Néanmoins, on oriente des chercheurs qui n'ont pas forcément les compétences en IA à en faire, mais surtout, on essaye de faire pas mal d'applications qui vont desservir des centres hospitaliers ou en santé en général. Ben, c'est super, ça fait un petit peu le tour, puis comme ça, on situe un peu vos parcours et d'où vous venez, où est-ce que vous en allez, ce qui s'est passé. Donc, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet cette fois-ci. Vous nous avez évoqué votre passage de recherche vers la mise en pratique de l'intelligence artificielle de manière plus concrète pour un produit spécifique. Et donc, comment est-ce qu'on aborde cette transition-là entre la recherche et la création de produits ? Quelles sont les étapes clés, finalement, qui sont impliquées dans ce processus-là ? Aujourd'hui, nous faisons vraiment moins de recherches, puis allant vers plus le produit directement, je pense qu'il y a plusieurs choses à voir. Déjà, c'est quelle est la taille de ton équipe entre une grosse entreprise, une petite start-up ou un petit groupe de 3 personnes comme moi. Aujourd'hui, on s'entend qu'on ne va pas donner la même maturité de projet à la fin, notamment si on fait plusieurs produits pour plusieurs personnes. Donc là, le mot produit, il faut savoir le définir aussi, où est-ce qu'il s'arrête. Dans mon cas particulier, j'ai 2 personnes qui sont des experts en intelligence artificielle. Donc, ils vont vraiment développer des algorithmes. Par contre, ils vont s'arrêter à un endroit qui va être facile à voir, par exemple, pour du personnel en santé. Mais on va pas aller à fond dans le UI, par exemple, l'interface. Donc, ils vont pas développer une application en tant que telle et un réel produit. Donc, on va s'arrêter à quelque chose qu'on appellerait un peu plus une preuve de concept, dans notre cas, bien que ça peut être amené plus loin. Mais là, ça va prendre d'autres équipes, justement, pour prendre le relais là-dessus. Par exemple, des développeurs front-end, back-end, pour mettre ça un petit peu vraiment beau. Des gens qui font plus du MLOps, etc., pour tenir le projet en haleine, parce que c'est bien beau, mais un projet, il n'est pas fini quand on le finit le jour J, il faut l'updater, il faut le concrétiser, etc. Donc je dirais qu'il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte, mais le plus intéressant finalement, c'est quand on arrive avec notre client, entre guillemets, étant donné que moi, c'est plus des chercheurs finalement autour de moi ou des professeurs, c'est de voir où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête et quelles vont être exactement les attentes du projet, puis nous, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur quel temps. Donc, est-ce que la donnée existe ? En recherche, des fois, c'est compliqué. Non, ça fait partie justement du projet de trouver la donnée. Est-ce qu'elle est accessible? Est-ce qu'elle a noté? Etc. Toutes ces choses-là vont un petit peu plus concrétiser ça. Pour nous, on travaille avec les incubateurs puis les startups. Alors, avant de faire la partie de recherche, c'est super important de savoir les besoins des produits, quels sont les utilisateurs, les objectifs, les fonctionnalités nécessaires, quels problèmes nous essayons de résoudre. Puis savoir comme Tess a dit, les données, les input, output et traduction des métriques des affaires en métriques de ML. Puis après ça, oui, exactement, c'est trouver les données, si ça existe. Je crois que pour les IA génératives, c'est un petit peu plus facile maintenant, pas besoin de beaucoup de données. Aussi avec les modèles foundation models, oui, c'est plus facile au niveau de données. Puis oui, après ça, faire le preuve de concept. Puis pour nous, c'est plus facile à faire le UI, UX, puis tout ça, parce qu'on a aussi l'équipe de développeurs qui fait ça. Alors, mais oui, aussi le monitoring, surveiller le modèle en production, puis tout ça après, oui. Ok. C'est toutes les étapes, beaucoup d'étapes. Oui, il y a plusieurs étapes. Puis je vois que le défi primordial finalement dans cet aspect-là, c'est vraiment la donnée, d'aller la trouver. Où est-ce que vous la trouvez ? C'est quoi un petit peu ce défi ? Comment est-ce qu'on arrive à résoudre ce premier défi qui est d'avoir la donnée ?
qui est le plus important pour entraîner son modèle, puis s'assurer qu'on veut bien avoir le résultat qu'on veut? La donnée, c'est un sujet très délicat, surtout dans la santé, parce qu'elle est privée généralement. Puis quand on parle à des personnes qui travaillent pas forcément en informatique de manière générale, ça peut être beaucoup à apprendre de savoir par quel type de certificat on va devoir passer pour la sécurisation de celle-ci. Donc, déjà, il faut voir si la donnée est accessible, si elle existe au début, mais généralement, on est contacté par des personnes qui ont déjà de la donnée. Après, la deuxième chose à faire, s'ils ont de la donnée, c'est de savoir s'il y en a assez. Puis ça, ça va limiter le type d'algorithme qu'on va pouvoir utiliser en général. Mais je dirais que ça arrive rarement qu'on n'ait pas du tout de données. C'est plutôt des personnes qui vont arriver avec leurs choses. Par contre, ça m'arrive en ce moment, je travaille sur un projet de nutrition. Et il existe beaucoup de données publiques, de jeux de données qui sont publics en fait là-dedans. Mais le problème, c'est que ça reflète pas le côté plus nutritionnel de la chose, dans le sens où on va voir 101 classes très 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 généralistes, mais qui vont pas permettre de faire des prédictions beaucoup plus sensées sur un type d'aliment en particulier. Donc dans ce cadre-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire avec dans ce cas-là, le nutritionniste, une sorte de SOP, une manière de faire pour comment eux, ils vont prendre la donnée pour populer un peu ce jeu de données, combien de classes, de quelle manière. Et là, on entre dans tout un autre monde qui est le monde de la donnée, c'est-à-dire on peut pas utiliser un seul appareil photo. Si jamais on veut que ça marche sur différents types de photos à la fin de téléphone portable, il va falloir des Android, des iPhones, etc. Il y a tout un biais dans la prise de données elle-même, c'est extrêmement difficile. Une autre manière de faire, sinon, c'est on peut juste la crowdsourcer, on peut en prendre sur Google, on peut en prendre sur d'autres sites internet, toujours en restant dans une manière éthique de la chose. On peut penser par exemple à Midjourney, qui n'a pas toujours été super éthique avec certains artistes dernièrement, donc on va éviter de faire ce genre de choses-là. Mais c'est un peu toutes ces choses-là qu'on peut faire, je dirais. Ok. Et Bex, tout à l'heure sur la donnée, tu disais que c'était plus facile avec la Generative AI. En quoi c'est plus simple? Oui, exactement. C'est plus facile parce qu'ils ont déjà vu beaucoup de données, mais comme Tess a dit, c'est vraiment, ça dépend vraiment à quel domaine, à quel niveau d'expertise qu'on a besoin. Par exemple, pour les applications avec assurance ou la loi, c'est même le génératif IA, des fois ça marche pas. Alors oui, avec ça, on a besoin de plus de données, mais pour les applications comme éducatives ou quelque chose comme ça, c'est plus facile parce que les modèles ont déjà la connaissance de tout ce domaine-là. Alors, c'est pas besoin de beaucoup de données de réentraîner les modèles. Ok. Si je continue un petit peu sur cette ligne des défis, à part ce défi-là de la donnée, est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez en tête sur lesquels vous auriez des exemples qui sont arrivés dans vos parcours? Même si la donnée, c'est pas un problème avec le génératif IA, c'est plus la sécurité puis l'exactitude de contenu qui est le problème. C'est important de faire des choses pour la confiance par exemple, pour des étudiantes et enseignants dans le domaine de l'éducation. Je vais rajouter un petit peu à ce que Bex dit. On a différentes problématiques, c'est certain. Moi, je dirais que la plus grosse problématique reste quand même un petit peu au niveau de la donnée, surtout dans le contexte médical, parce que pour nous, c'est la sécurité, c'est le biais qu'il y a à l'intérieur, c'est le manque de données, tout simplement, des fois, ou alors la vieillesse de la donnée. Ça m'arrivait de travailler sur des données qui avaient l'air un petit peu préhistoriques à certains moments, puis c'est certain que ça va pas marcher pareil sur de la nouvelle donnée après ça. Mais outre ça, comme Bex l'a bien dit, il y a toute la problématique d'explicabilité, d'interprétabilité d'un modèle, donc la confiance que ça va générer vers, je vais appeler le client encore une fois ça.
Mais cette explicabilité, elle est aussi difficile si la personne en face de nous qui attend un algorithme ne connaît pas assez l'IA en général. Donc, il y a tout un défi aussi de vulgarisation, moi je trouve, avec mes interlocuteurs, de compréhension de quelles peuvent être les attentes, qu'est-ce qui peut être possible. Ça m'arrive très souvent d'avoir des chercheurs qui viennent vers moi et qui me disent « écoute, je pense pas que j'ai besoin d'IA parce qu'en fait, j'ai pas assez de données ou alors ça peut pas faire ça dans tous les cas. Et en fait, oui, ça peut le faire ou alors on vient me voir avec un autre problème et non, en fait, on peut pas du tout le résoudre. » Donc, il y a quand même des conceptions qui peuvent être assez différentes là-dessus. Je pense aussi que en recherche, notamment dans les autres domaines, on entend beaucoup que oui, l'IA est une boîte noire, donc c'est pas interprétable, puis dans tous les cas, ça peut pas faire ci ou ça si t'as pas assez de données. Ça arrive que ce soit assez démotivant pour certains chercheurs, et dans ce cas-là, ça m'arrivait d'avoir des personnes qui m'approchent en me disant « Non, je pense que c'est impossible à faire, parce que tout le monde me dit que de toute manière, dans tous les cas, ça donnera quelque chose de pas explicable. » C'est pas exactement vrai, puis à l'inverse, il y a d'autres personnes qui vont penser que c'est tout à fait possible. Mais oui, puis sinon la sécurité comme toujours. Je pense aussi la robustesse d'un modèle. Ça c'est complexe, puis Bex le sait bien parce que je travaillais avec elle, puis c'est elle qui s'occupait de toute la partie MLOps avec les développeurs, etc. C'est bien beau un code qu'une personne a écrit sur un crunch pendant 2 semaines, mais est-ce qu'il va marcher pour vrai sur un autre jeu de données de la même manière? Et puis là, il y a tout un management à faire là-dedans, surtout quand c'est des petites équipes, pour être sûr que le code a bien été relu, il a été bien retesté avec les bons tests, etc. Parce que là, on s'en rend très vite compte, le nombre de papiers qui sortent ou d'applications qui sortent, puis en fait, ça marche pas exactement comme ça, où on voit des erreurs à la suite. Il est énormissime finalement. Et ça, cette partie, j'ai déployé, je me suis assurée que mon modèle était robuste. Après ça, comment vous faites pour récupérer les retours qui sont des utilisateurs, finalement, du produit qui a été déployé? Comment on récupère ces retours-là, puis qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les traite et comment on peut s'en resservir pour améliorer le modèle? Mais je pense que la robustesse est quand même plus regardée en amont avant de le déployer, puis là, je pense que Bex pourrait nous parler de tout un tas d'outils qu'on peut utiliser justement pour ça. Parce qu'après, on tombe plutôt, quand on a des utilisateurs, pour réintégrer ça pourrait être soit du active learning ou différentes approches de juste échanger le modèle par rapport au feedback que l'on a. Mais généralement, quand on arrivait au processus d'avoir des utilisateurs, je pense que le modèle se doit d'être robuste. Puis là, je vais laisser le micro à Bex parce qu'elle connaît un peu plus ça, à mon avis. Oui, je crois que c'est important d'avoir le retour des utilisateurs. Puis il y a des outils que vous pouvez mettre dans le produit pour collectionner ça. Mais aussi, il y a des outils pour surveiller la performance de modèle, le données aussi, si ça change, puis tout ça. Puis évaluer, puis agir sur une nouvelle solution. Ok. T'as des noms de ces outils-là? Pour ceux qui nous écoutent, qui se diraient « je devais mettre ça en place dans mon produit », est-ce que t'as des exemples d'outils accessibles? Oui, un peu pour monitoring, puis tout ça, il y a comme Prometheus ou Grafana, puis je crois qu'il y a aussi des choses comme, je crois que ça s'appelle Fiddler, il y a un autre qui, le nom, j'avais oublié, mais oui, c'est des choses comme ça. C'est vraiment pour collectionner ou surveiller la performance de modèle, puis aussi un peu la distribution de données, un peu aussi. Et ça veut dire que le modèle qui est mis en production, pas à chaque minute, mais je suppose à chaque jour, ou comment on fait pour évaluer que son modèle fonctionne bien quand il est en production? Qu'est-ce que vous mettez en place? C'est des outils, des scripts automatiques qui viennent récupérer tout ce qui a été sorti et qui tournent de temps en temps?
Oui, en fait, c'est les outils qui font le script, qui cherche les données, puis fait les évaluations, un peu configurer tout ça, puis oui, avoir les notifications si quelque chose change, la performance. Oui, la performance a diminué, là, il faut réagir parce qu'on va dans le mur avec le produit. Oui, exact, oui. OK. Vous avez évoqué la partie explicabilité du modèle. Est-ce que, Bex, tu disais que c'était quelque chose qui était quand même important? Comment est-ce que, dans l'éducation, à quel moment cette partie-là, explicabilité, elle intervient et elle est importante? Je crois que avec on utilise plus souvent les IA génératifs comme les large language models puis tout ça. Alors, puis c'est vraiment pour générer le contenu, comme les questions, les variations des questions, puis réponses, puis tout ça. Puis des fois, donner les explications des étudiants pourquoi ils sont pas corrects ou quelque chose. L'explicabilité, c'est pas super important, mais les retours des étudiants puis les enseignants sont plus importants dans ce cas-là. OK, ça marche. Oui, puis en plus, je sais pas, Tess, si tu as des idées, mais pour les génératives IA, c'est un peu difficile à savoir pourquoi ils fonctionnent comme ça, surtout s'ils sont les comme third party ou quelque chose. Exact. Dans mon cas, c'est pas tant dans la pédagogie ou l'éducation, dans le sens où j'en fais pas. J'en fais, mais pas directement avec des algorithmes, on va dire, plus des formations. Mais par contre, au niveau des médecins peut-être ou des personnes en santé, je pense que c'est important pour montrer qu'il y a un biais, pas seulement dans la donnée, mais aussi dans la méthodologie, dans la façon de faire. C'est-à-dire que ça, c'était un des défis que je voulais apporter, que j'ai oublié, mais le biais est très très fort quand on veut, par exemple, quand on a un problème, on veut y répondre. Avec l'IA, c'est assez facile d'avoir à peu près la réponse qu'on veut, des fois, selon comment on s'oriente. Donc, ce qu'on veut essayer de montrer, c'est qu'il y a toujours un biais dans la manière dont la question a été posée, puis quel algorithme a été utilisé, etc., etc. Donc, la partie explicabilité, interprétabilité est très intéressante ici. Puis, je peux donner un exemple plus concret. Notamment, je travaillais en histopathologie, donc c'est de l'étude de tissus. Donc sur des lamelles de microscope, c'est vraiment du tissu vascularisé. C'était pour prédire justement s'il y avait des cellules cancéreuses dans les tissus ou non. Et là, en ce cas-là, plus particulièrement certains types de cellules, on voulait les classifier à partir des images. Donc c'est tout un gros projet parce que c'est des types d'images très très grandes, donc c'est très particulier, c'est beaucoup plus difficile, je dirais, à interpréter à la fin en sortie du modèle. Mais on avait quand même fait une étude avec un médecin qui lui voulait vraiment, en fait notre modèle marchait bien, on va dire, pour le peu de données qu'il avait. Il était capable de différencier deux types d'agrégats cellulaires différents. Par contre, quand on regardait avec un outil du style, par exemple, une GradCam, donc qui va mapper à l'intérieur de l'image où sont les endroits que le modèle a vraiment regardé pour valider sa prédiction, on se rend compte que c'est pas sur les cellules. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le modèle regardait dans le tissu des zones où il y avait beaucoup de sang, donc de globules rouges. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, le dataset qui nous avait été donné, qui était par exemple cancer 1, cancer 2, les deux classes, dans cancer 1, il y avait très peu de sang, on ne sait pas pourquoi, puis dans cancer 2, il y avait beaucoup plus de sang. Donc finalement, notre classifieur, à la fin, c'était pas un classifieur de cellules 1 et 2, c'était un classifieur qui vous disait s'il y avait beaucoup de sang, d'hémorragie ou pas dans le tissu, par rapport sûrement à la méthodologie d'extraction. Est-ce que pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un lien avec le cancer? Ça, je ne le sais pas, je ne suis pas histopathologiste. Mais néanmoins, on peut voir très très vite qu'il y a quand même un biais là-dedans et que finalement, le projet s'est arrêté ici dans ce cas-là parce qu'avec le peu de données, on se rendait compte qu'on était juste capable de cibler ça. Ok, ça c'est intéressant. Je pense que ça doit arriver. Finalement, ça vient de ta donnée. Est-ce qu'il y a moyen, avant de commencer à faire des algorithmes puis de voir les résultats,
de regarder la donnée, la visualiser d'une certaine façon pour se rendre compte qu'elle est mauvaise? Ou là, dans ce cas-là, c'était quand même très compliqué de le voir, et il aurait fallu que le médecin regarde et dise ouais, là, c'est pas super représentatif, quoi. C'est très compliqué, notamment avec des personnes qui ne sont pas en IA, je dirais, parce que déjà, il y a peu de données, donc on va pas pouvoir leur demander de faire plus de données pour mieux généraliser. Souvent, on fait avec ce qu'on a. De plus, si on n'a pas vulgarisé assez, ou alors qu'il n'y a pas une compréhension totale de c'est quoi l'acquisition de la donnée, c'est quoi une donnée qui est généralisable, ben on va se retrouver avec de la donnée qui se ressemble pour un cas très particulier. Donc, je dirais la seule manière de voir en amont, c'est de vraiment le regarder avec le clinicien, ou alors de le regarder seul si on est à l'aise avec ce type de données. Il y a des données, par exemple des images d'assiettes de nourriture, je suis tout à fait capable de me dire si elle est généralisable ou pas. Après, des fois, il y a tellement de données que c'est un travail qui n'est pas possible tout seul, donc il faut juste, je dirais, entraîner un premier modèle, puis l'explicabiliser, l'interpréter, essayer de viser les différents types de biais à l'intérieur. On peut en voir certains en amont, mais on peut pas tous les voir tout le temps. Puis, un réseau de neurones, si on utilise ça, c'est extrêmement feignant, donc ça va chercher la chose la plus facile dans une image, par exemple, pour avoir un lien de cause-conséquence très très rapide, mais souvent, c'est pas la bonne conséquence par rapport à la bonne cause. Et nous, comme on a tendance à penser par rapport à ce qu'on comprend, nos liens sont pas les mêmes explicitement. J'aimerais juste parler d'un défi que vous n'avez pas évoqué. Alors, je sais pas, ça se trouve, il n'existe pas. Mais c'est rare de voir des femmes dans le domaine. Donc là, je suis vraiment contente d'en avoir 2 le même jour. Et je voulais savoir si, dans le domaine de l'IA et de l'entrepreneuriat, est-ce que vous aviez eu des expériences négatives de ce côté-là? Est-ce que vous auriez eu des défis spécifiques au fait d'être une femme dans votre parcours? En fait, moins en moins. Surtout à Montréal, je trouve que c'est super progressif au niveau des efforts pour l'égalité, représentation et la diversité. Alors, oui. Mais avant ça veut dire que là, à Montréal, oui, ça va, mais avant ça, t'as vu quand même des petits... Oui, en Australie, comme 10 ans avant, oui, c'était un peu weird d'être comme chef d'équipe ou quelque chose. Oui, pour des fois, les gars disent mais... Ils râlaient, mais est-ce que du coup, ils te laissaient quand même prendre la parole et libre tout ça? Oui. Oui, mais des fois, c'est juste des petits commentaires. C'est comme... Ouais. Mais maintenant, non, c'est vraiment cool, oui. OK, donc là, c'est beau. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Pour les filles qui nous écoutent, vous pouvez vous lancer dedans. Oui. Tess, est-ce que tu as eu des choses aussi de ce côté-là? Oui, j'ai eu un peu de tout, mais comme Bex, je dirais que ça a beaucoup progressé. J'ai commencé à travailler quand j'étais à Montréal, donc j'étais vraiment dans un bon environnement, mais on peut le dire sinon dans le monde de la science, quand j'étais en France, puis particulièrement en France aussi, parce que c'est la France, ça n'a pas toujours été facile. On était très minoritaires et les attentes n'étaient pas les mêmes. Puis la vision d'une femme en France qui réussit, c'est une femme qui travaille beaucoup, mais un homme qui réussit, c'est un génie. Donc bon, déjà, ça donne un bon pied d'égalité pour commencer. Je dirais que la différence a été que j'ai commencé avec un très gros syndrome de l'imposteur. On s'entend parce que la place n'a pas été bien validée en amont dans mes études. Par contre, quand j'ai commencé à travailler à Montréal, oui, je dirais pas qu'il n'y a jamais eu de petits soucis. Je dirais que les soucis ont plus été dans le monde un petit peu plus étudiant en conférence. Là, y a de la drague un petit peu, des fois, un peu bizarre qui devrait pas être là. C'est un peu, écoute, ils sont jeunes, puis ils apprennent. J'ai quand même eu quelques petits commentaires que je dirais sexistes durant mon premier travail. Donc ça a été particulier. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une mentor qui était une femme, qui m'a beaucoup épaulée et puis qui a travaillé aussi avec Bex, donc elle la connaît très bien. Qui, je pense, me permettait d'affirmer beaucoup plus ce que je faisais et ce que je comprenais et qui j'étais à l'intérieur de ça.
Je pense que justement, la chose qui a été très intéressante à voir, en fait, c'est que la majorité des femmes qui étaient recrutées dans nos équipes devenaient des leaders ou des personnes, du moins, qui avaient beaucoup plus un travail de management, notamment Bex et moi dans ce cas-là. Et pour moi, c'est pas un hasard, c'est qu'en fait, on a aussi des capacités empathiques, émotionnelles et sociales très fortes. Donc ça, je dis pas que toutes les femmes l'ont et je dis pas que les hommes ne l'ont pas, mais c'est quelque chose qu'on va plus voir de cette manière-là. Et ça n'a pas été un problème non plus parce que les personnes qui étaient dans nos équipes, qui pouvaient être des hommes ou des femmes aussi, je pense se retrouver très bien dans les positions qu'eux avaient et qui étaient des fois plus techniques, et justement ça permettait d'avoir un bon ballon. Mais j'aimerais ça voir plus d'hommes justement avec ces facultés-là arriver à ces niveaux-là pour qu'on ait plus une sorte d'égalité dans les compétences, parce que je pense que ça peut s'acquérir. Mais il y a encore ce débalancement, je dirais. Ok. Et est-ce que vous auriez un conseil pour toutes les jeunes femmes qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer? Go for it. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir, effectivement. Il faut oser se lancer et puis pas réfléchir trop non plus. C'est vrai que si on s'arrête à la première difficulté, on va pas loin, malheureusement, mais c'est un très bon conseil. Tess, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Ouf! Moi, j'allais dire fonce, vas-y, faut pas avoir trop peur. Il y a beaucoup de personnes qui ont un peu plus d'ego que nous parce que ils ont été éduqués comme ça et c'est correct, mais il faut apprendre à construire son ego, il faut savoir parler et trouver les personnes qui vont nous entourer aussi, qui vont être capables de nous pousser en avant, puis il faut être capable de leur dire aussi, d'être vulnérable avec eux pour savoir leur dire quand est-ce que ça va pas, qu'est-ce qu'on ressent, si on a un syndrome de l'imposteur, à mon avis, il faut le dire parce que c'est pas si difficile finalement de travailler avec quelqu'un qui a beaucoup plus d'années de bouteille que nous justement là-dessus. Et c'est pas mal ça, mais j'aurais aussi un commentaire pour les petits gars, c'est s'éduquer à savoir ce que les femmes vivent dans ce milieu, puis leur laisser une place qui est justifiée justement. Ok, donc on retient oser se lancer, bien s'entourer aussi. Et tant qu'on est encore dans les choses à retenir de ça, parce que là on arrive à la fin de l'épisode, donc il me reste une ou deux petites questions à poser de ce côté-là. Les leçons que vous avez retenues de tout cet apprentissage-là, donc pas forcément que côté féminin, mais sur votre parcours, quelles sont les leçons qui vous ont apprises le plus de choses et qui vous ont transformé, que vous aimeriez partager aux gens? Pour moi, c'est assez clair, en fait, quand j'ai travaillé à peu près 4-5 ans dans mon premier poste à Imagia, là où était Bex aussi, et c'était très bien au début, puis au fur et à mesure, j'ai trouvé moins de valeur dans mon travail parce que je comprenais moins un petit peu l'organisation et vers où la compagnie s'en allait et la mission. Et en fait, quand j'ai changé de poste, ça a été vraiment pas une libération complète, mais ça a vraiment créé quelque chose en moi, ça a créé une compréhension de... Je pense que c'est super important de savoir placer ses valeurs aussi dans son monde professionnel. Donc pour moi, par exemple, avoir un geste qui est plus communautaire, local, près des gens, ça apporte énormément dans mon travail au jour le jour. Puis aussi, il faut toujours faire un petit peu attention des fois aux startups parce que ça demande beaucoup de temps au début ou c'est d'organiser d'une manière qui peut être un peu différente, qui fait que on se donne énormément ou alors tout n'est pas limité comme il faut. Moi, je pense que tomber sur, par exemple, un peu moins d'heures de travail, aujourd'hui, je suis sur un 35 heures, j'ai un peu plus de vacances, oui, je suis vraiment moins payée, mais j'ai beaucoup plus de plaisir à faire ce que je fais, j'ai une santé mentale qui va vraiment mieux, donc je dirais se connaître pour savoir ce qu'on veut faire, puis oui, c'est correct de prendre la première job au début pour remplir son CV, mais on ne doit pas à l'entreprise de rester, on ne doit pas aux personnes d'être tout le temps là, c'est correct de changer, puis c'est correct de voir pourquoi on veut changer et comment, puis quitte à changer de ville ou je sais pas, demain devenir ébéniste ou avoir des cultures d'abeilles, c'est tout à fait correct. Ok. Et toi, Bex? Et pour moi, le plus grand leçon, c'est la recherche académique. C'est différent que la recherche
impliqué comme dans l'industrie. Et pour moi, c'est important de faire la recherche académique, n'importe quoi. Faut qu'on, comment on dit ça, like finance. OK. Oui. Yeah. OK, le support financier, ouais, c'est ça. Oui, exact, oui, pour la recherche académique, parce que ça, c'est utile pour l'industrie. Puis pour l'industrie, c'est important de vraiment savoir les besoins des produits avant de faire la recherche, parce que sinon, on va gaspiller tout le temps, tous les efforts, toutes les ressources en faisant la recherche qui peut-être ne répond pas aux besoins. OK. Ça, c'est ma leçon. Mesdames, je tiens à vous remercier pour cette discussion incroyablement informative sur le passage de l'IA, la recherche, aux produits, puis vos parcours différents, ce que vous en avez retenu, vos perspectives et vos expériences, elles ont été extrêmement enrichissantes, en tout cas pour moi, donc j'espère que ce sera le cas pour ceux qui nous écoutent aussi. Donc c'est tout pour cet épisode, mais restez à l'écoute pour plus de discussions passionnantes sur l'intelligence artificielle et ses multiples facettes. Évidemment, si vous avez des questions, des remarques, commentaires ou que vous aimeriez même que l'on parle d'un sujet particulier autour de l'IA, faites-le nous savoir en commentaire sur les différents réseaux sociaux où le podcast est publié. N'hésitez pas non plus à partager l'épisode autour de vous. Merci beaucoup et à bientôt.